Le voyage d'Eugène Aubin au Maroc, au début du XXe siècle, s'inscrit dans les expéditions entreprises par les Européens, après que les barrières aient été levées, suite aux difficultés et aux contraintes politiques et militaires qu'a connues notre pays depuis l'occupation de l'Algérie par la France en 1830, et la signature du traité maroco-anglais en 1856, suivi d'événements douloureux comme la bataille d'Isly et l'occupation de Tétouan. Chapitre 4 Marrakech. Marrakech et sa palmeraie. La capitale du Sud. Maroc septentrional et Maroc méridional, Rarb et Aouz. L'administration de la ville. La Casbah et le Dar el Makhzen. La Koutoubia. Les jardins, Ria et Arsa. La Djama et l'Effena. La Médina. Le commerce, Souk et Fondouk. Le marché aux esclaves. Société indigène. La colonie européenne, Southern Morocco Mission. Marrakech, le 23 novembre 1902. Un peu avant d'arriver à Marrakech par la route de Safi, on longe un groupe de rochers noirâtres, le Djebel Guiliz. Le sommet le plus élevé est couronné par la kouba du principal patron de la ville, Sidi Bel Abbès. C'est là qu'il faut monter pour avoir une vue d'ensemble de Marrakech. La large plaine du Tansift, rougeâtre et désolée, s'étend à perte de vue dès à l'ouest, au nord, les montagnes dentelées. Djebilet, au sud, la ligne neigeuse du Grand Atlas. Au pied du Djebel Guiliz, s'étend la palmeraie du haut réseau serré des affluents du Tansift, qui descendent des grandes montagnes sur ce point privilégié. De cette humidité bénie est sortie la forêt de palmiers, qui forme l'oasis de Marrakech. Les dates n'en sont pas bien bonnes, les régimes sont petits. De qualité médiocre, mais les dattiers abritent, dans des clôtures en terre, sous une végétation d'oliviers, de figuiers, de mûriers et de grenadiers, de précieuses cultures de piments, d'aubergines, de courges et de fèves. L'oued d'Issyl s'est creusé un lit profond à travers toute la palmeraie, pour rejoindre le Tansift auprès du vieux pont d'El Kantara, jeté par les ingénieurs marocains sur des arches massives et qui assure, malgré les crues du fleuve, la permanence des communications avec la mer par la route de Mazagan. Parmi la verdure grisâtre des palmiers, une immense tache rouge, c'est l'agglomération de maisons en pisé, qui constitue Marrakech, dominée par le minaret carré de la Koutoubia, tout autour, une enceinte de murailles et de tours, marquant vers l'Atlas une saillie très accentuée, pour enclore les jardins impériaux de l'Agdal. Nous arrivons à Marrakech par la porte de Doukala. Son entrée coudée est contrôlée par des oumanas privés, chargés de percevoir le « droit des portes », dont le revenu est affermé par le gouvernement à une société particulière. Nos hôtes nous conduisent directement dans un riad, qu'ils ont bien voulu aménager pour notre séjour à Marrakech. C'est une petite cour, plantée d'orangers et de myrtes, sur laquelle s'ouvrent des chambres. Le campement est vite installé dans notre nouveau logis, et l'hospitalité arabe se traduit aussitôt par les envois coutumiers, un mouton, des poulets, du thé, des conserves et des pains de sucre. Marrakech est une des 4 villes impériales, avec Fès, Meknès et Rabat. Mais ces 2 dernières ne constituent pour le Makhzen que de simples étapes, Fès et Marrakech, centre des 2 principaux royaumes, dont la réunion forme l'Empire, sont en fait les seules capitales alternatives de l'État chérifien. Capitale du Rarb, Maroc septentrional, Fès jouit sans conteste du plus grand prestige, et possède une réelle prééminence, à la fois politique et religieuse. Mais, le nord du pays, où survit encore le souvenir des luttes séculaires avec l'Espagne, est plus âpre et plus fanatique, la race y est plus forte, mais aussi plus actif est l'esprit de discussion ou de révolte. Fès passe pour une ville d'opposition, et les tribus berbères, qui l'enveloppent, ont l'insoumission si prompte, qu'elles deviennent pour le Makhzen une perpétuelle menace. S'il ne devait s'assurer de la ville la plus importante de l'Empire, le sultan vivrait plus tranquille à Marrakech au milieu des grandes plaines du Aouz, Maroc méridional. Les incursions des berbères de l'Atlas y paraissent moins redoutables, et la population arabe ou arabisée, plus douce et plus indifférente, supporte assez docilement l'autorité de grands seigneurs féodaux, volontiers rattachés au sultan. Marrakech est la création des 2 dynasties maraboutiques des Almoravides et des Almohades, qui,
du XIe au XIIIe siècle, arrivèrent, l'une après l'autre, du Sahara, descendirent de l'Atlas à la tête de sectaires fanatisés et fondèrent dans le Maroc méridional un royaume destiné à promptement déborder sur tout le Maghreb et même sur l'Espagne. L'Almoravide Youssef ben Takfin fonda Marrakech, en 1062, à la fin du XIIe siècle, l'Almohade Yaqub el-Mansour lui donna sa principale parure, en faisant construire la mosquée de la Koutoubia. Après eux, Marrakech cessa d'être la capitale exclusive du Maroc, elle fut prise et reprise dans les luttes obscures et inévitables, qui signalent les successions au trône. Sous la dynastie régnante, elle descendit à son état actuel de capitale intermittente. Marrakech peut représenter le type parfait d'une ville marocaine. Dans son enceinte de murs délabrés, percée seulement du nombre de portes indispensables aux communications avec l'extérieur, elle contient les trois parties essentielles, nettement séparées dans des quartiers spéciaux, la Casbah pour le gouvernement, la Médina pour la population musulmane et le Méla pour les juifs. Au coucher du soleil et le vendredi à midi, pendant l'heure de la prière, les portes se ferment, les trois groupes restent isolés les uns des autres et la ville s'endort en paix, séparée du reste du monde. Seule, une poterne demeure ouverte dans la Casbah, pour permettre, jusqu'à une heure tardive, l'entrée des courriers du sultan. Une ville aussi importante est naturellement dotée d'une administration particulière, différente des autres cités marocaines. En l'absence de la cour, le sultan y délègue un califat pour bien maintenir le caractère impérial de la ville. Le califat actuel est un propre frère de Moulay Abdelaziz, Moulay Hafid. À côté de lui fonctionnent deux gouverneurs, l'un pour la Médina, l'autre pour la Casbah, le Méla. Qui en est limitrophe, et la banlieue de Marrakech. Dans son enceinte, flanquée de tours, la Casbah forme une ville par elle-même, la ville Makhzen. On n'y accède que par deux portes principales, l'une à côté du Méla, Bab el-Djedid, avec des mosaïques en faïence multicolore. L'autre Bab Guénaou. Ancien, l'un des plus beaux monuments de Marrakech. C'est un magnifique arc outrepassé, la légende veut que cette porte ait été apportée en morceaux, puis reconstruite à Marrakech par les morts chassés d'Espagne. Ville à population administrative. Les employés du Makhzen se groupent autour du Dar el Makhzen, dont on aperçoit, par-dessus des murs impénétrables, les tourelles recouvertes de tuiles vertes. Cette couleur de toiture est réservée par privilège aux mosquées, aux koubas, aux constructions du Makhzen et des Korfas. Au loin, dans la campagne, la Casbah se prolonge par la vaste forêt d'oliviers, de palmiers et de cyprès touffus, qui ombrage le parc de l'Agdal, réserve. Entre la Casbah et l'Agdal, trois énormes méchoirs, dont le premier se termine par le pavillon Koubet et Souera. De là, le sultan a coutume de passer la revue de ses troupes ou de recevoir, le cas échéant, les ambassades européennes. Marrakech compte de 50 à 60 000 habitants. En dehors des Juifs, la population de la ville, comme celle de toute la plaine, est berbère arabisée, on y parle aussi bien le chleu que l'arabe. Mais, en général, les propriétaires sont de purs arabes les négociants des morts, originaires de Fès, de Tétouan, ou de Rabat. La Médina peut danser à l'aise dans la ceinture de mesurée qui lui est faite, car la taille de ses remparts avait prévu pour Marrakech des destinées trop brillantes, qui jusqu'à ce jour ne se sont pas réalisées. Il en résulte que toute la périphérie intérieure de la ville est occupée par un prolongement de la palmeraie. Ce sont les mêmes jardins fruitiers et potagers, Arsa, les mêmes amas de détritus, des ruines informes et de nombreux terrains vagues, où s'installent quelques nouallas. Il y a tout un quartier, celui d'Exour, composé de jardins, propriétés particulières ou domaines du Makhzen, dont la végétation est inapparente derrière des murs très élevés. C'est à l'extrémité de ce quartier que se trouve, précédée d'une vaste esplanade, la mosquée de la Koutoubia. En elle-même, la mosquée offre peu d'intérêt, l'extérieur est sans prétention et se compose de bâtisses confuses, à l'intérieur, les arcades, que l'on entrevoit, sont lourdes, blanchies à la chaux, sans ornement ni recherche d'art. L'orgueil de l'édifice est son minaret, de 80 mètres de hauteur,
que l'on aperçoit, à de longues heures de marche, de tous les points de la plaine. Yacoub el-Mansour, le plus fastueux des princes almohades, prescrivit la construction de 3 minarets identiques, la Giralda, de Séville, la Tour Hassan, restée inachevée à Rabat, et le Koutoubia, de Marrakech. La tour a 3 étages, dont les baies sont ornées de motifs décoratifs découpés dans la brique, elle se termine par une lanterne, que surmontent 3 globes dorés. La place de la Djama el-Fana, mosquée du Trépas, est le cœur de Marrakech. Elle sert de trait d'union entre le quartier des Jardins et l'agglomération urbaine. Un petit marché journalier l'occupe le matin et l'après-midi, un grand marché hebdomadaire, le « jeudi » de Marrakech, se tient en dehors de Bab el-Kémis, porte du jeudi. Les gens de la ville racontent que le nom de la place est dû à d'impitoyables exécutions, par lesquelles un calife du sultan punit naguère une intrigue ourdie contre lui. Elle garde encore ce caractère de sang et de vengeance, c'est là que continuent à être exposées les têtes des rebelles, promenées à travers tout le pays, comme avertissement salutaire contre les idées de révolte. Vers le soir, des appels de tambourins attirent la foule, qui se partage entre les jongleurs, les conteurs et autres baladins indigènes. 4 ou 5 groupes se forment ainsi spontanément, et les auditeurs rangés en cercle, les uns accroupis, les autres debout, accompagnent, de leurs acclamations, le geste ou la parole de l'artiste. La ville même de Marrakech est un enchevêtrement de rues étroites, sales, souvent voûtées, séparées par des portes nombreuses, que l'on ferme pendant la nuit. N'était le grand mouvement de la population, l'aspect serait celui d'une ruine. La multiplicité des fontaines publiques est un des traits caractéristiques de la ville. L'abondance de l'eau y a encouragé de semblables fondations pieuses, elle comporte le plus souvent un abreuvoir pour les animaux, à côté, un bassin réservé aux besoins de l'humanité, donc l'accès est préservé par une barre transversale. Ce bassin est surmonté d'un portique avec des ornements en plâtre fouillé et un auvent en bois peint. Les plus grandes de ces fontaines sont celles d'El-Moazin et de Bab Doukala, la plus jolie porte le nom pittoresque Ekrob ou Chouf, bois et voie.